Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous parlons de la guerre en Ukraine. Il y a une réunion très importante. Nous allons voir l'importance de cette réunion dans un instant à Ramstein en Allemagne, base américaine à Ramstein. Avec nous pour parler de la livraison d'armes à l'Ukraine, d'armes lourdes à l'Ukraine. Nous avons trois spécialistes de la question et j'aime bien, encore une fois, lorsque nous organisons de débats jusqu'à midi, j'aime bien que viennent intervenir dans des débats des personnes qui connaissent le sujet. Ça me paraît évident. Bien, nous avons par ordre alphabétique le général Olivier Kempf. Bonjour Olivier Kempf. Vous êtes directeur du cabinet stratégique La Vigie, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et auteur de Guerre d'Ukraine aux éditions Economica. Ça va? J'ai tout dit? Parfait. C'est parfait. Bien bon, d'accord. le nom. Bon, c'est parfait. Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Et le général Michel Yakovlev, général de corps d'armée, ancien vice-chef d'état-major du chef. Alors là, c'est la direction de l'OTAN. Hein, c'est l'état-major de l'OTAN. Plus haut état-major militaire. Militaire, voilà. C'est pas attention, oui, militaire, c'est très important. Bien, général Yakovlev. Alors, Ramstein, aujourd'hui, combien de pays à Ramstein? 50, 50, ouais. 50 pays à Ramstein. Réunis, pourquoi? Réunis pour réfléchir à une nouvelle phase de la guerre en Ukraine avec la livraison éventuelle d'armes lourdes. Qui veut commencer? Olivier Kempf? Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 10 ans, Obama arrive au pouvoir, il y a la guerre en Afghanistan et les militaires lui parlent de surge. Là, ce qu'on voit, c'est finalement un surge occidental ou pro-ukrainien, mais en termes de matériel et pas d'hommes, parce que il y a toujours cette restriction politique et stratégique des Occidentaux à appuyer l'Ukraine de façon de plus en plus directe, sans être part directe au conflit, sans être techniquement, juridiquement, co-belligérant. Donc, il y a une montée en puissance qui est nette, parce que quand on voit la somme des matériels qui est annoncée ce matin, qui est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vu depuis le début, il y a une vraie marge de franchie, il y a un surge. Il y a une vraie marche de franchie. Bien. Nous allons, alors, un mot simplement. Il n'est pas question même, et avant tout pour les opinions publiques occidentales, d'envoyer des soldats, on est bien d'accord, en Ukraine. Hein. Là, pour l'instant, cette étape-là, évidemment, nous serions bien incapables de la franchir. Disons clairement les choses. Alors, incapable politiquement. De l'opinion publique, politiquement. Oui. Voilà. Politiquement, il n'y en est pas question. Il n'en est pas question. Mais les soldats de l'OTAN combattront quand les Russes viendront les voir. Oui, bon, ça, évacuons. Bon, parlons de cette nouvelle étape. C'est une nouvelle étape. Ensuite, nous détaillerons. C'est une nouvelle étape, Jean-Pierre Molny? Je ne sais pas si c'est une nouvelle étape, mais c'est sûr qu'on franchit petit à petit des crans dans le type d'armement qui est livré à l'Ukraine, mais toujours en faisant bien attention à pas dire qu'on est en conflit directement avec l'Ukraine. Donc, si on franchit une nouvelle étape, c'est sans doute qu'il y a quand même un besoin opérationnel à ce niveau-là, mais il y a toujours une limite politique qui est très claire, qui est que les pays qui livrent des armes à l'Ukraine, notamment les pays de l'OTAN, ne sont pas en conflit avec la Russie. Et il y a une autre règle qui est que, a priori, ces armements ne doivent pas être utilisés directement contre le territoire russe. Alors après, il y a un petit peu de temps en temps de frappe en profondeur, mais il y a une limite aussi à ce niveau-là. Vous avez raison, et d'ailleurs nous allons réfléchir et nous allons regarder les armes livrées à l'Ukraine, en sachant bien que l'Occident fait très attention à ne pas envoyer des armes qui pourraient projeter le conflit côté russe. Dans le territoire profond de la Russie, général Yakovlev. Oui, Ramstein est très significatif parce que d'abord c'est un nouveau mécanisme au sein de l'OTAN. Oui. C'était au départ, il y a quelques mois, une réunion purement technique, sachant que les réunions politiques ont lieu à Bruxelles. Mais on voit bien que des décisions techniques ont un impact politique majeur. La crainte ou le risque pour l'OTAN aujourd'hui, c'est en réalité de démontrer ses limites opérationnelle et technique. Une des vraies raisons de ne pas donner des chars,
c'est que c'est peut-être un cadeau empoisonné, que c'est très compliqué, complètement notamment indépendamment des considérations politiques. Et donc là, il y a une ligne de crête assez compliquée pour l'OTAN aujourd'hui, qui est en réalité de masquer ses limites. On ne peut pas soutenir l'Ukraine plus loin. On va prétendre que c'est politique, peut-être. Alors que la vérité est sans doute qu'on ne peut pas, au sens c'est physique, c'est une limitation. Matériellement, on ne peut pas. Voilà, le jour où vous commencez à admettre vos limites matérielles, oui, c'est compliqué. Bien pour sûr. tout le monde. Mais bien sûr. Alors, la question que je pose aux auditeurs qui ont envie d'intervenir, parce qu'il y a eu beaucoup d'appels, évidemment, lorsque j'ai lancé ce débat. L'Europe doit-elle fournir des armes lourdes à l'Ukraine? Quelles armes? Quels objectifs aussi? Alors, évidemment, le débat est installé depuis un bon moment maintenant. Si vous voulez bien, nous allons entrer dans les annonces qui sont faites. Alors, quelles armes lourdes, quand même? Parce que, armes lourde. Alors, sur le plan d'abord anti-aérien, sur le plan des missiles, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des nouveaux missiles qui vont être livrés? Je vois que les Britanniques vont envoyer à l'Ukraine 600 missiles supplémentaires Brimstone. Ce sont des missiles qui sont... C'est du missile air-sol, c'est pour détruire des objectifs au sol, très performants, assez longue portée. Assez longue portée. Il faut un avion pour le tirer. Ah, il faut un avion pour le tirer? Oui. Ah oui, donc il faut voler. Alors, ce qu'on sait peu, c'est que l'armée de l'air ukrainienne commence à voler. Elle commence à bombarder. Elle commence à agir, y compris sur la ligne de front. En d'autres termes, s'il y a une armée de l'air qui vole en Ukraine, aujourd'hui, c'est l'armée de l'air ukrainienne. Donc le Brimstone, si les avions ne volaient pas, c'est pas la peine de leur donner du Brimstone, si vous voulez. Oui, je comprends. Bon, au niveau missile, il y a les canons César que le Danemark s'engage à livrer maintenant. 16, je crois, hein. 19, la commande était de 19. Ouais. 19 canons César que... Enfin, ça veut dire un en maintenance, c'est 18 et un... Oui, et un en maintenance en permanence. Bon, il y a, à part les chars, je vais venir aux chars, à part les chars, parce qu'il y a, il y a des engins blindés... Voilà, vous avez un nombre assez varié, mais assez conséquent de ce qu'on appelle des transports de troupes, des véhicules de combat d'infanterie, donc... des choses blindées effectivement, mais qui servent à transporter des fantassins, ce qui est utile parce que malgré tout, vu la configuration du front, c'est quand même une bataille de fantassins et d'artilleurs. Vous avez un certain nombre de canons qui ont été livrés. Vous avez des obus un peu particuliers qui ont été annoncés hier par les Américains, alors je vais être technique, des GSL-BD construits par Boeing et par Saab, mais qui ont l'intérêt de tirer à 120 km, si vous voulez. Et donc, quand on avait parlé des fameux canons HIMARS des Américains, on avait dit, tiens, ils donnent pas les obus qui tirent à 150 km. Là, on voit qu'il y a une augmentation de portée. Alors, 120 km, ça permettra de frapper dans le territoire russe, mais sur, je dirais, les arrières du front, donc sur la zone opérationnelle, avec donc une signification politique moindre que si on allait dans la profondeur du pays. Oui. Et puis, voilà, il y a des missiles anti-chars. Pardon ? On parle d'une autre batterie patriote. Une autre batterie patriote, du solaire. Alors ça, c'est important, le solaire, parce que on voit bien des radars solaires, parce qu'on voit bien qu'avec les frappes, les campagnes de missiles dans la profondeur faites par les Russes contre Kiev, contre Dniepropetrovsk, contre Lviv, etc., etc. Les défenses solaires sont très mobilisées. Ça fait d'ailleurs partie de la stratégie russe de finalement frapper dans la profondeur pour les reculer. Et donc on a besoin, les Ukrainiens ont besoin d'augmenter leurs moyens, que ça soit sur le front ou que ça soit dans l'arrière du pays. Jusqu'à maintenant, c'était essentiellement des armes défensives. Là, nous sommes en train, vous le disiez, de franchir un palier. Nous passons à des armes plus lourdes, plus sophistiquées. Les chars. Alors, jusqu'à maintenant, il y avait des chars légers, mais là, on parle de chars lourds. On attend les décisions qui seront prises à Ramstein. On ne sait pas encore vraiment. Les chars lourds, quels chars? Léopard, avant tout. Qui équipe l'essentiel des armées européennes. Le char à privilégier, c'est le Léopard pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un très bon char. Oui. C'est pas le meilleur allemand, parce que le meilleur, c'est le Leclerc, mais le Léopard est un très bon char. En plus de ça, il a été fabriqué à beaucoup d'exemplaires. Il y a 14 pays qui l'ont, il y en a plus de 1000. Il y en a en stock.
Et donc il y a une logistique associée qui est assez, qui est crédible, si vous voulez. Donc c'est vrai que si on donne du char aux Ukrainiens, ça serait bien que ce soit du Léopard. Combien d'hommes dans le char? 4. Dans un Léopard? 4 hommes. Ouais. 4 hommes dans un Léopard, oui. Vous avez Général deux autres options crédibles. Oui. Il y a le Léopard 2 qui est un char allemand et en nombre. Il y a toujours un certain nombre de chars d'origine russe, des T-64, T-72 modifiés, qui sont encore dans les arsenaux des anciens pays du pacte de Varsovie, qu'on pourrait continuer à la République donner, tchèque, la Slovaquie ou ces pays-là. On pourrait continuer à donner et là, avec l'avantage de la simplicité logistique et de formation, parce qu'il y a un aspect de formation, on va y revenir. La simplicité logistique, parce que les Ukrainiens sont déjà équipés. Et puis, il y a quand même quelque chose, et on va revenir sur un aspect politique, il y a du M1 Abrams, qui est le char américain, qui lui aussi est en nombre conséquent. Il y en a quelques-uns en Europe, notamment chez les troupes américaines. Et là, se pose la question, non seulement de la décision américaine, mais aussi de la condition du chancelier Scholz sur l'autorisation d'envoyer des Léopard 2. On va y revenir. Justement, on va y revenir parce que ça, c'est très, très intéressant. Vous vouliez dire quelque chose, Jean-Pierre Molny? Oui, je pense que pour ce qui est des stocks, des parcs de chars russes en service dans les armées européennes, il y en a peut-être déjà de moins en moins quand même, parce que les Polonais en avaient déjà livré 200. Donc il y a déjà des chars lourds. Il y a déjà des chars lourds, mais de fabrication russe. Oui. Là, il est possible qu'effectivement, on soit obligé de, si je puis dire, de commencer à prendre sur nos stocks. Oui. Et là, les Britanniques ont commencé avec le Challenger 2. La France pourrait également le faire avec Leclerc, mais vu nos parcs, ce sera des très petits nombres. 14 Challenger 2, c'est très peu. Imaginons que la France fasse la même chose, ce sera les mêmes quantités. Leclerc, oui, c'est peu. Si vous prenez l'ensemble des parcs de Léopard 2 dans tous les pays européens, si vous prenez le même ratio de 5%, on pourrait livrer jusqu'à 150 chars, par exemple, à l'Ukraine. Donc ce serait nettement plus important. Et rappelons que l'état-major ukrainien demande quoi? 300 chars à peu près pour pouvoir mener des contre-offensives? 200 ou 300 chars. Alors, il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, le plus généreux donateur de chars pour l'armée ukrainienne, ça a été l'armée russe. Le bataillon Azov, à l'heure actuelle, est reconstitué sur du matériel capturé dans la poche de Kherson. Mais ils attendent la prochaine offensive pour se resservir, si vous voulez. Et en attendant, ils aimeraient bien avoir des chars plus modernes. Pour revenir sur les Challengers, sur les 10 RC, sur d'éventuels Leclerc, on voit bien qu'on ne peut donner que des choses finalement de façon parcimonieuse, un escadron, c'est-à-dire 12 ou 13 chars. Or ça, finalement, c'est une mauvaise nouvelle, parce que multiplier des micro-parcs, d'abord vous allez avoir des questions de formation, mais vous allez avoir des trains logistiques qui vont être extrêmement compliqués, et on va finalement compliquer la vie de l'armée ukrainienne plutôt que de la simplifier. Donc c'est pour ça, tous ceux qui disent il faut envoyer des Leclerc ou il faut envoyer des ceci, oui, mais c'est pas cohérent. Je reviens sur la notion de technique militaire, de logistique, c'est finalement absurde. C'est pour ça qu'il faut revenir sur les 3 qu'on a dit, si vous voulez, qui sont en nombre suffisant pour qu'on puisse en faire 200 d'un coup, que ça soit du T-72, du Léopard 2 ou de la Prince, parce que là, il y a les nombres, et donc il y a du train logistique qui sera cohérent et qui sera simple pour les Ukrainiens. Alors nous sommes sur le terrain purement militaire, nous allons poursuivre, mais nous allons passer aussi sur le terrain stratégique. Ensuite, c'est important, et puis à la fin sur le terrain géopolitique, parce que toutes ces décisions, évidemment, entraînent des réactions, notamment des Russes, et entraînent des réactions dans les opinions publiques occidentales. Il est 11h17, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nos invités, nous parlons de l'Ukraine, nous parlons de cette réunion de Rammstein, de cette livraison possible d'armes lourdes. Quelles armes, quelles décisions vont prendre les gouvernements des États qui sont réunis pour soutenir les armées ukrainiennes? Avec nous, pour en parler, le général Michel Yakovlev, général de corps d'armée, ancien vice-chef d'état-major de l'OTAN, je peux le dire, de l'aspect militaire de l'OTAN. Général Kempf, qui est directeur du cabinet stratégique La Vigie et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Et Jean-Pierre Molny, qui est directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Jean-Pierre Molny, vous vouliez intervenir dans notre discussion sur déjà le matériel livré. Ces chars, déjà, parce qu'il n'y a pas que des chars très lourds, il y a des chars légers et très, très performants qui ont été livrés. Depuis le début du mois de janvier, il y a quand même eu un certain nombre d'annonces
pour livrer des véhicules de combat d'infanterie. Donc on a déjà passé un cran. Le fait que la France ait décidé de livrer des AMX-10 RC, même si c'est du matériel des années 70, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un pas en avant dans le type de matériel. Il y a également du Bradley américain, du Marder allemand. Donc on a déjà passé un cran sur les blindés livrés à l'Ukraine. Bien. Alors, blindés livrés à l'Ukraine, on parlait tout à l'heure, on faisait allusion à l'Allemagne, qui n'a pas décidé encore. Apparemment, Olaf Scholz va annoncer, on attend là, dans les heures, on surveille. Je surveille ça sur les dépêches de l'AFP notamment, pour savoir si des décisions sont annoncées. Mais les Allemands étaient réticents pour l'instant. Apparemment, enfin, il faut aussi que le Bundestag donne son accord. Livraison de chars Léopard, et même les chars Léopard qui ont été vendus à la Lituanie, je ne sais pas moi, à la Finlande, à la Finlande, à la Pologne, à l'Espagne et à d'autres pays. Même la Suisse, je crois, en avait acheté. Oui, la Suisse en a. Oui. Il y a deux aspects. Il se murmure que Olaf Scholz, à cause d'une coalition qui est déjà compliquée, et à cause, dans sa coalition, de son propre parti, le SPD, soit très réticent finalement à l'envoi de ces armes. Donc, grand 1. Il devrait dire: j'autorise l'envoi de Léopard 2 si les Américains fournissent des Abrams. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je vous parle des Abrams, parce que il y a un enjeu sous-jacent. Or, de ce qu'on comprend, de ce que nous disent jusqu'à présent les Américains ne comptent pas envoyer des Abrams. Ils envoient plein de choses, ils envoient des Strykers, mais pas de chars Abrams. Donc, peut-être que Olaf Scholz va s'abriter derrière cette décision. Ça, c'est pour les chars Léopard 2 de l'armée allemande. Il y a un autre problème sous-jacent, c'est les chars Léopard 2 qui ont été vendus aux autres pays. Alors, on vient d'en parler, la Pologne, l'Espagne, le Danemark. Et donc, la Pologne, qui veut notamment envoyer un certain nombre de Léopard 2, a besoin officiellement de l'autorisation de l'exportateur d'origine de l'Allemagne pour les transférer. C'est dans le contrat, ça. C'est dans le contrat. Et donc, il est tout à fait possible que s'il y a ce blocage allemand, les Polonais disent finalement, on rompt le contrat et on envoie quand même du Léopard 2. Donc, on a tout un tas d'enjeux politiques au sein de l'Union européenne, mais d'une façon globale. Je te laisse la parole, Jean-Pierre, mais d'une façon globale, ça pose non seulement la question de la politique actuelle allemande, mais aussi de la situation générale de l'industrie allemande et de ses contrôles d'exportation. Dans la durée, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi. En tout cas, c'est passionnant, tout ce que vous dites, Jean-Pierre Molny. Non, on ne peut pas rompre un contrat, c'est dans les politiques d'exportation. Vous avez dans tous les contrats d'exportation des clauses de non-réexportation, donc il faut toujours l'autorisation du pays qui a vendu. Moi, ce que je pense sur cette question, c'est que d'abord, la coalition allemande, elle est, très évolutive sur ces questions-là. Et on a bien vu que paradoxalement, c'était les Verts, finalement, qui étaient plus prêts à livrer des armes à l'Ukraine que le SPD. Moi, ce que je pense, c'est que les Allemands, mais on va voir, ils vont couper la poire en deux. Ils livreront pas de Léopard qui sont en stock dans l'armée allemande. Mais je pense pas qu'ils bloquent éternellement le fait que les Polonais et les Finlandais puissent livrer des Léopard 2, ne serait-ce que parce qu'il y a aussi une question d'influence politique au sein de l'Union européenne, et que les Allemands, qui sont déjà pas bien avec les pays baltes et les Polonais, vont pas aggraver la situation à ce niveau-là. Il faut pas oublier que l'Allemagne, elle veut jouer un rôle de plus en plus important en termes d'Europe de la défense, et s'ils perdent la main sur le sujet en refusant les Léopard 2, c'est pas de leur intérêt quand même. La pression polonaise est forte. J'ai vu les déclarations du Premier ministre polonais, déclarations très, très fermes. Il demande vraiment à l'Allemagne, la possibilité de livrer ces léopards. Général Yakovlev. Oui, et quand les Allemands mettent une condition américaine, je suppose qu'on est dans la politique interne, quelqu'un a dû dire t'as qu'à te trouver une couverture côté américain, etc. Je suppose que les Américains vont rester très fermes sur les prix, parce que quand même c'est eux qui donnent énormément. Jusqu'à présent, tous les risques politiques avec les HIMARS par exemple, c'est quand même eux qui les ont assumés. Donc les gars, ils se disent ça va maintenant ça va. Il ne faut pas oublier notamment que la réunion de Rammstein, c'est pas l'OTAN, c'est un groupe de contact sur l'Ukraine, et c'est les Américains
ont lancé la première réunion à Ramstein, c'était en mars ou en avril l'année dernière. Donc c'est eux qui sont leaders de la coalition. Il y a des pays européens, mais il n'y a pas que des pays européens à Ramstein. Bon, il y a les États-Unis, mais quels sont les autres pays ? L'Australie, par exemple. L'Australie a donné du matériel à l'Ukraine. Bien. Il est 11h26. Messieurs, c'est passionnant. Nous avons des quantités de questions, et notamment Eric, qui habite dans les Pyrénées-Atlantiques, juste après la pub, parce qu'il faut observer une petite pause. Nous serons avec Eric, qui a des questions à vous poser. Une question à vous poser. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Oui, Olivier Kempf me faisait la remarque pendant la pub, les vœux armés du président de la République, à midi, à Mont-de-Marsan. Il va annoncer le service national universel obligatoire, je vous le dis, probablement avec expérience dans quelques départements, ce sont les informations que nous avons tous. Je n'ai pas de scoop particulier. C'est un autre débat. Bien, mais les vœux aux armées, on en parlera avec le général Yakovlev, notamment avec vous aussi, Olivier Kempf. Bon, si nous prenions Eric, qui est notre auditeur des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Eric. Oui, bonjour à vous et bonjour aux militaires qui sont présents là sur le studio. Voilà. Bon. La question qui a été formulée par votre antenne, c'est doit-on, alors avant de répondre à une question doit-on, il faut y répondre, tiens. Et là il y a beaucoup de tenants et aboutissants, notamment politique, c'est peut-on. Peut-on envoyer des armes lourdes ? A-t-on les moyens d'envoyer des armes lourdes ? C'est la question que vous posez. Peut-on ? Parce que moi, j'ai une question à poser. Parce que là, on franchit un cap. Si on franchit un cap, c'est le système à cliquer. On ne peut plus revenir en arrière. Donc, tant qu'à croiser le fer, il faut gagner. Donc là, combien faut-il, en réalité, de chars lourds britanniques, allemands et français ? Et pour vraiment peser la bataille, moi, à mon sens, j'ai fait l'armée quand j'étais jeune, c'est plutôt 400-500 avec un appui aérien. Bon. Donc, alors, quelle utilité, Eric pose une très bonne question aussi, quelle utilité de livrer du char lourd, des armes lourdes à l'Ukraine ? Pourquoi faire ? Alors, général Yakovlev, déjà, les Ukrainiens, depuis un certain temps, réclament en gros 300 chars. Donc combien bref, on prend leurs chiffres si vous voulez. Oui, d'accord, mais pourquoi faire ? Ils réclament pourquoi faire ? Et pourquoi faire ? Pour pouvoir recommencer à manœuvrer, pour pouvoir faire un combat mobile, défensif. Oui. Mais ça suppose des actions offensives, des contre-attaques, ça ressemble à une offensive quand même. Bon, donc leur problème, c'est qu'ils ont une armée quand même puissante, elle est bien équipée en artillerie, se pose le problème des munitions, soit dit en passant, mais si vous voulez limiter les pertes de votre côté et aussi en face, et la casse sur le terrain et tout, il faut manœuvrer. Pour manœuvrer aujourd'hui, il faut des chars. Non, je vous dis ça parce que c'est pas qu'ils en ont pas, c'est que ça manque. C'est à mettre en parallèle quand même avec les déclarations de Volodymyr Zelensky qui dit nous, notre objectif, c'est de reconquérir la Crimée. Mais il ne va pas dire l'inverse. Oui, non, mais d'accord. Mais je veux dire par là. C'est gagner la guerre et pour ça, il faut qu'ils gagnent des batailles. Voilà. Oui. Donc, avant d'aller en Crimée, déjà, il faut qu'ils reprennent le territoire qui est occupé aujourd'hui par les Russes. Oui. Souvent, les gens disent la guerre d'Ukraine, c'est la Première Guerre mondiale. Oui, aujourd'hui, on est sur une phase de tranchée. Je rappelle que la phase de tranchée sur la Première Guerre mondiale, c'était les 3 années 15, 16, 17. Et que l'année 14 a été mobile, on le sait. Il y a eu aussi la même chose sur cette guerre, mais que l'année 18 a été mobile. Et pourquoi elle a été mobile ? Elle a été notamment mobile parce que on a su utiliser le char. On a commencé à expérimenter le char en 17, mais on a su l'utiliser en combinaison entre ce qu'on appelle l'infanterie, donc les hommes à pied, l'artillerie, c'est-à-dire ceux qui envoient des obus par au-dessus, et puis la cavalerie, les chars qui réussissent à percer. On a réussi à faire ça en 1918. C'est finalement l'objet du débat actuel. C'est-à-dire qu'on a un front qui est statique finalement, modulo quelques grignotages ici ou là, ou quelques retraits ici ou là, depuis fin septembre. On va être simple. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce conflit gelé, front à front, avec des dispositifs de tranchées qui s'affrontent ? Pour cela, il faut retrouver de la mobilité. La mobilité, le char l'apporte parce que d'abord, il peut bouger. Ensuite, il est très protégé. Et enfin, il a un canon de précision. Et c'est important, cette notion de canon de précision. C'est-à-dire qu'il peut détruire non seulement
des chars en face, mais aussi des positions blindées, etc., jusqu'à 2000-2500 mètres. Et c'est ça qui est intéressant avec le char. C'est pour ça qu'ils en ont besoin. Alors Jean-Pierre Moelny, et puis nous répondrons quand même à la question d'Éric. L'éclairage du non-militaire, peut-être, sur le alors sujet. allez-y. Je pense que Zelensky, de toute façon, son propos, il peut être qu'extrêmement positif. Et le propos, c'est positif, c'est il faut gagner la guerre, il faut récupérer la Crimée. Bon, la situation sur le terrain, personnellement, moi, je la connais pas exactement, si vous voulez. Mais tout à l'heure, on a parlé d'armes offensives avec le char lourd. Mais le char lourd, ça peut aussi être une arme défensive. Et toutes les armes sont offensives et défensives, d'ailleurs. Parce que vous vous protégez également contre une attaque adverse. Bon. La principale préoccupation pour les Occidentaux aujourd'hui, c'est déjà de ne pas perdre la guerre. Parce que ça, c'est absolument inconcevable en termes politiques et stratégiques que les Russes gagnent cette guerre. Donc d'un strict point de vue opérationnel, la livraison de chars lourds, elle peut être utile tout simplement pour que les Ukrainiens ne perdent pas. Il faut bien savoir qu'entre la décision qui sera prise de livrer des chars lourds à l'Ukraine et le moment où ils seront véritablement opérationnels sur le terrain, il va quand même s'écouler 3 mois. Donc peut-être qu'on est déjà en train, au mieux, effectivement, donc on est tout simplement peut-être en train de préparer la situation qui sera la celle au mois de mai, et notamment s'il y a une offensive russe. Ne perdent pas la guerre, et si les Russes ne perdent pas la guerre, c'est éternel, ça. Non, parce qu'une guerre n'est jamais éternelle, mais même si certaines ont duré 100 ans. Mais celle-là dure déjà depuis 1 an. Elle dure depuis 2014, je suis pas d'accord. La guerre dure depuis 2014, ne l'oublions pas. Je suis d'accord, parce qu'on l'avait totalement passé sous silence en Occident, et notamment en France, où on ne s'y intéressait absolument pas, d'ailleurs. Peu importe, l'Ukraine, on ne savait même pas ce que c'était, où c'était. Le Donbass, on ne savait même pas. Bon, et la Crimée, n'en parlons même pas. La Crimée, même pas. Bien, 11h37. Je vais prendre Laurent qui complète la question d'Éric, parce qu'on n'a pas vraiment répondu à la question d'Éric. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes, nous, Français, capables d'envoyer de l'armement lourd ? Général Yakovlev, est-ce qu'on en a ? Est-ce qu'on en a en réserve ? Oui, mais c'est une fausse bonne idée. Oui. Alors, je vais prendre une analogie, si vous le permettez. Je veux offrir un lave-linge à ma belle-fille. Oui. Donc, je lui fais un cadeau, une grande boîte, et donc elle est très contente, sauf que le lave-linge, il est en pièces détachées, il faut le monter, et le manuel est en chinois. Oui, donc, c'est typiquement le cadeau. On est très content de l'avoir, mais en réalité, on ne sait pas si on est très content de l'avoir. Le fond du problème, c'est qu'on ne peut pas en donner beaucoup. Oui. Si on veut en donner une masse qui a un sens militaire, c'est 40 ou 50. Oui. 40 ou 50, ça veut dire que, je suppose, la moitié de notre maintenance part en Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, en logistique, je vais parler un peu technique. En logistique, on a un stock de maintenance qui est un stock unique. Et donc, il n'y a pas de stock tampon, c'est le stock. Si vous envoyez en Ukraine des chars, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait en Roumanie, on envoie un stock tampon. C'est-à-dire, par exemple, pour 12 chars, on va envoyer 2 moteurs. Oui, je comprends. Ah oui, mais 2 moteurs, on n'a pas tant de moteurs de rechange que ça. Donc, ça veut dire qu'une très grosse part, il y a un effet de seuil, et une très grosse part de notre maintenance part avec. Oui. Et ça complique la vie de tous les autres qui restent en France pour l'entraînement, pour la reconstitution, pour le... Voilà. Oui, donc c'est un peu comme si vous me dites, j'ai 2 bras et ils pourraient combattre, j'ai qu'à couper un bras et le donner aux Ukrainiens. Ils seront très contents d'avoir mon bras droit coupé. Laurent. Oui. Dans le Var. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous, mes respects à tout le monde. Allez-y Laurent, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Bien, oui, ma question c'est, on sait qu'aujourd'hui Emmanuel Macron va annoncer le doublement du budget pour la défense. Doublement du budget, vous pensez? Non. Non. Alors attendez, Laurent, messieurs. Non, pas de doublement. Non, pas le doublement, hein, Laurent. Ah, pourtant c'est ce qui était annoncé hier dans la. Oui, mais attention à ce que disent les journalistes, hein, Laurent. Oui, non, mais vous savez, il faut se méfier. Sur des chaînes qui me paraissent un peu. Oui, mais il y a des chaînes, vous savez, qui disent beaucoup de choses. Bon. Ben écoutez, alors c'est une augmentation. Une augmentation, Laurent, une augmentation, ça c'est sûr. Alors c'est très bien, c'est une augmentation. Donc ces messieurs me contrediront, je pense pas. C'est une augmentation quand même qui est réclamée depuis pas mal de temps parce qu'on sait que bon, je suis ancien. J'ai fait mon service militaire en 90-91, donc ça vous dit peut-être quelque chose. On était engagé dans le Golfe Persique. Oui.
bon, j'ai toujours à cœur ce service-là. Hein, j'ai toujours à cœur l'armée française. Et je pense qu'effectivement, on a besoin... En plus de ça, j'habite... Alors, question, Laurent. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'on annonce une augmentation du budget donc pour l'armée, pour du matériel, pour pouvoir avoir des soldats qui travaillent dans de bonnes conditions, et en même temps, comme je viens de l'entendre, on propose de fournir des armes lourdes, mais la logistique qui va avec, c'est-à-dire du personnel, des munitions. Et je trouve, enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment une cohérence entre ces deux. Peut-être que Laurent, vous évoquez ce qu'on évoquait tout à l'heure hors micro. Encore une fois, c'est l'armée française aujourd'hui qui est plus une armée de projection qu'une armée de combat proche, proximité. Non, c'est enfin. C'est la stratégie, non Je vois que Laurent était sous les drapeaux quand Michel Yakovlev et moi y étions aussi, puisqu'on a commencé sous la guerre froide. Jean-Pierre Meulnier le rappelait, on avait à l'époque au moins 1000 chars. Voilà, en 89, on avait encore 1000 chars. Aujourd'hui, il y en a 200 en ligne. Donc, les fameux dividendes de la paix, qui était une formule des années 90, ça a voulu dire que pendant des décennies, il n'y a pas d'autre mot, on a réduit les dépenses, on a réduit les panoplie, les arsenaux. On a réduit aussi l'outil industriel sous-jacent parce que, voilà, je veux dire, il n'y a pas que l'armée, il y a aussi l'outil industriel sous-jacent. Et aujourd'hui, et donc on s'est spécialisé finalement sur les OPEX, ce qu'on appelait les guerres irrégulières, les combats au loin, les guerres asymétriques. Les opérations extérieures. Excusez-moi. Donc des choses beaucoup plus légères, professionnelles. On a enlevé le service militaire que Laurent a fait. Aujourd'hui, on se retrouve fort dépourvu quand la bise fut venue, comme disait notre ami Lafontaine. Et donc, la LPM, la loi de programmation militaire qui va être annoncée notamment dans les vœux, essaye partiellement, et je suis désolé de dire que c'est partiellement, mais Jean-Pierre va dire plus de choses là-dessus, j'imagine, les manques. Cela étant, on n'est pas du tout sûr que ça suffira par rapport aux exigences stratégiques du moment. Bien, Jean-Pierre Meulnier. 2 points. D'abord sur la question des armements livrés à l'Ukraine, il faut savoir qu'on aura un remboursement par le biais de l'Union européenne avec ce qu'on appelle la Facilité européenne de paix. C'est un fonds qui est constitué par les États membres. Donc ça, c'est quelque chose qui mutualise le coût de la guerre en Ukraine au niveau européen. C'est-à-dire que tous les pays qui vont engager de l'armement, leur propre armement en Ukraine, seront payés, remboursés. Oui, il y a déjà 3,6 milliards qui ont été débloqués au niveau de l'Union européenne. Alors le remboursement, ça se fera petit à petit. Bon, ça peut prendre un certain temps, mais c'est prévu. Sur la loi, c'est important à dire. Alors c'est comme pour les assureurs, vous êtes payé sur la valeur vénale et votre problème c'est la valeur de remplacement. Voilà. Alors sur la loi de programmation militaire, je crois qu'il y aura un élément très important. C'est ce que donc Emmanuel Macron a appelé l'économie de guerre, parce que notre problématique pour l'instant, c'est déjà de reconstituer les stocks, notamment de munitions qui ont été livrées à l'Ukraine. Et là, il faut mettre en capacité toute la base industrielle et technologique de défense, l'industrie d'armement, pour pouvoir livrer plus et plus vite. Et tout ça a un coût. Et je pense que ça va être un élément important de la loi de programmation militaire. Général Yakovlev. Oui, là-dessus, il y a un facteur qui est très important et qui serait bien que le public prenne en compte, c'est que même si l'État a des financements, et on va avoir de meilleurs financements, et d'ailleurs sur les 5 ans passés, on a eu presque le miracle de voir la loi de programmation militaire respectée. On a pu réparer une partie des problèmes. Par exemple, pour le Leclerc, on est remonté de 60 à 80% en disponibilité technique opérationnelle. Sur 5 ans, c'est pas un petit effort. Donc tout le monde a bien travaillé. Mais le problème, c'est que nos banques, nos fonds d'investissement refusent d'investir dans la défense parce que c'est immoral, c'est la guerre, on va tuer tout le monde, etc. Nous avons un vrai problème non pas de financement État, mais nous avons un vrai problème de fonds privés prêts à investir dans la défense pour des raisons morales, comme si se défendre était immoral. Et je précise que les Américains n'ont pas du tout ce problème. Au contraire, pour eux, des fonds d'investissement se vantent de leur patriotisme en soutenant l'industrie de défense. Nous avons un problème en Europe et plus spécifiquement en Allemagne et en France d'incapacité de mobiliser les capitaux que nous avons en très grand nombre par cette espèce de prévention morale. Nous n'investissons pas dans la défense.
C'est même Dassault se plaint beaucoup de ça. Intéressant, c'est très intéressant. Alors, il est 11h44, encore une pause, mais je voudrais que l'on réfléchisse aussi aux conséquences que pourraient avoir des livraisons d'armes lourdes à l'Ukraine. Je ne parle pas des conséquences militaires, on en a parlé, on a dit que cet armement pourrait servir à l'offensive, mais aussi à la défensive, permettre à l'Ukraine de se défendre et aussi de passer à l'offensive. Mais je voudrais regarder les conséquences géopolitiques, parce que les Russes ont évidemment réagi, pas encore totalement réagi parce qu'ils attendent les décisions prises à Ramstein, mais enfin, le Kremlin a hier adressé un avertissement clair. La livraison d'armes de plus longue portée signifierait que le conflit atteindrait un nouveau palier. A tout de suite, midi moins le quart. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, encore une fois, nous attendons les résultats des rencontres actuelles entre les pays qui soutiennent militairement l'Ukraine, mais j'ai une question un peu provocatrice à vous poser. Imaginons, nous livrons, ces pays-là livrent de l'armement lourd en quantité à l'Ukraine. Est-ce que nous n'avons pas peur que l'Ukraine utilise cet armement lourd pour porter la guerre de l'autre côté? Non seulement récupérer les territoires, mais porter la guerre côté russe, dans le territoire russe profondément. Je vous en parlais. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Non? Oui ou non? Personne ne le craint. On est sûr de ça? Ouais. On est sûr que... Le pays, faut quand même... Le pays est aujourd'hui quand même dévasté. Je veux dire, chute du PIB d'au moins 40% l'an dernier. Oui. Voilà, je veux dire, je ne sais pas si c'est une sanction économique, mais eux, en tout cas, ils sont dévastés. 8 millions de déplacés, c'est-à-dire 8 millions de personnes qui ont fermé la porte de leur appartement, à supposer qu'il n'ait pas été détruit, et qui vivent ailleurs, chez des amis quelque part ailleurs en Ukraine. 9 millions de réfugiés, c'est-à-dire on a 16-17 millions sur une population qui est à l'origine de 39 à 40 millions. 40% de la population ukrainienne ne vit plus chez elle. Vous avez 1 million de soldats, vous avez toutes les frappes russes dans la durée qui frappent ce qu'on appelle les infrastructures, mais les infrastructures, c'est... les centrales électriques, mais c'est aussi les stations de chemin de fer, mais c'est aussi les ponts et c'est aussi les ports. Je veux dire, ce pays-là, il est... Je veux dire, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire quand même. Et donc, on les voit... Si jamais ils réussissent à aller jusqu'à la frontière, voilà, après ils vont penser leur plaie, hein. Vous pensez? Je pense qu'ils sont contrôlés surtout par les Américains. On a eu quand même un exemple. Ils sont contrôlés par les Américains. On a eu un exemple au moment où il y a eu les 2 missiles qui sont tombés en Pologne de défense aérienne. Zelensky a essayé de pousser à ce moment-là pour impliquer l'OTAN. Le Polonais, il a hésité pendant 1 heure. Biden, il a appelé et il a dit « Attendez, vous arrêtez. On sait très bien... que c'est de la défense aérienne et que les missiles, ils sont tombés parce qu'ils avaient été interceptés. Donc, vous arrêtez ce discours. Et ça, ça a été dit à Zelensky. Et Zelensky s'est arrêté tout de suite. Arrêté, et toutes les capitales européennes... Oui, il a mis quand même toutes les capitales... quelques jours, non? Oui. Non, toutes les capitales... 2-3 jours quand même. Hein, toutes les capitales européennes, à ce moment-là, on dit... ont essayé de contraindre Zelensky pour éviter justement qu'il soit impliqué beaucoup plus fortement dans la guerre. Donc la question des frappes en Russie, sur ce qui a été dit tout à l'heure, éventuellement sur la base arrière, si je puis dire, du conflit, mais certainement pas plus loin, c'est évident. Imaginons que des missiles fournis par les États-Unis ou un pays occidental tombent sur une ville russe et fassent jusqu'à présent, 50 morts. Les Ukrainiens n'ont ciblé que des objectifs militaires légitimes et ils n'ont pas assez de munitions en plus pour faire de la casse débile à la russe, parce que ça sert à rien militairement de casser des appartements, si vous voulez. Donc ils n'ont pas les moyens. Et l'Ukraine ne tient qu'avec le soutien des Occidentaux, militairement, mais également en termes d'aide économique. Donc ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Oui, ils n'ont pas envie, c'est pas dans leur truc. Oui. Aujourd'hui, on est sûr de... Non, je vous dis ça parce qu'on entend ce discours-là aussi. Enfin, cette crainte-là, cette inquiétude-là. Militairement et politiquement, c'est très improbable. Bon, et le belligérant dont on parle aussi, est-ce qu'en fournissant de l'arme lourde, on ne devient pas un peu plus encore co-belligérant? Mais cela dit, l'Iran est co-belligérant avec la Russie, en fournissant des drones. Le Biélarus est même plus que co-belligérant, il est complice d'une agression. Il est belligérant tout court. Juridiquement parlant, quand vous prêtez votre sol et votre espace aérien pour une agression contre votre voisin, vous participez à la guerre.
Donc ce discours de co-belligérance, c'est un truc inventé par les Russes pour nous faire peur. Donc on arrête, on est parfaitement en droit d'aider les Ukrainiens à se défendre en droit international, éthiquement parlant, juridiquement parlant, on est complètement cohérent. Donc, en droit international, fournir un armement plus lourd, ça ne change rien. Ça ne change rien, c'est dans le principe, on aide les gens à se défendre, c'est quand même quelque chose. Sur les exportations d'armement vers l'Ukraine, qui auraient été décidées par la communauté internationale. Donc, et c'est frappant que l'Allemagne, qui est 4e exportateur mondial de matériel de guerre, pour un pays pacifiste, 4e exportateur mondial, qui exporte à des pays, bref, un peu compliqués, eh bien, sort des arguments moraux pour ne pas aider son voisin, quasiment voisin, candidat à l'accession à l'Union européenne, agressé très clairement. Donc on nous sort des arguments de chochotte pour l'Ukraine, mais on exporte au reste du monde. Oui, hypocrisie. Pour revenir sur votre question, complexité politique. Complexité politique. La co-belligérance est effectivement un argument que les Russes affirment. Il n'y a pas que les Russes, beaucoup parlent. C'est notamment les Russes. La source de ce discours est quand même d'origine russe. Malgré tout, d'un point de vue technique, juridique, parce que c'est finalement très encadré par le droit international, juridiquement, non, il n'y a pas de co-belligérance. Donc livrer des armements, ce n'est pas techniquement de la co-belligérance. Techniquement, en droit. En revanche, politiquement, les Européens et les Américains sont aux côtés de l'Ukraine pour l'aider à mener sa guerre. Oui, l'aider. Oui, l'aider à mener sa guerre. On pourrait parler de co-belligérance que s'il y avait... des soldats. S'il y avait quoi? Des soldats. Des soldats. Et on revient au début de notre conversation. Et nos armements avec nos soldats. Oui, des armements avec des soldats occidentaux. Vous savez, le plafond de la souveraineté pour un État, mais qui soit en coalition, et on a vu ça notamment en Afghanistan. Mes camarades ici se souviendront. On avait une coalition internationale avec des troupes qui mettaient ce qu'on appelait des caveats, c'est-à-dire des restrictions d'emploi. Et une des restrictions d'emploi majeures, c'était, finalement, vous n'avez pas dans les zones de combat, de façon à ce que nous n'ayons pas de pertes. Et de pertes, on parlait du prix du sang, les morts. Finalement, la pierre de touche qui fait la différence, c'est le prix du sang. Je ne parle pas d'un accident, ou je ne parle pas de... J'envoie quelqu'un dans une zone de combat, il est tué en situation de combat. Et là, subitement, on a changé de registre politique, on a changé de registre stratégique. Pour l'instant, il n'est pas question que l'Occident envoie le moindre soldat en Ukraine. Pas question. Il n'en est pas question. Non, parce que ça voudrait dire effectivement que soit l'OTAN, soit l'Union européenne est en conflit avec la Russie, et ça a été écarté rigoureusement depuis le départ. C'est l'ultime palier, là. Malgré tout, depuis le début de cette guerre, c'est une guerre que le régime Poutine fait contre l'OTAN. L'Ukraine est un endroit pour une démonstration politique. Au fond, l'objectif des Russes, c'est l'OTAN. Ils l'ont toujours dit. Le président Poutine a toujours dit, en gros, je fais la guerre contre l'OTAN. Donc il peut quand même pas pleurer si l'OTAN considère qu'elle aussi, elle est en guerre, si vous voulez. Et à l'heure actuelle, les Ukrainiens... l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Non, les Ukrainiens font la guerre pour nous aujourd'hui. Ils versent leur sang pour nous, et pour nous éviter, nous, de nous impliquer directement. Non, je pense que Poutine, il considère tout simplement que l'Ukraine, c'est la Russie. Voilà. Et ça, il y a eu un texte qui a été publié en juillet, 6 mois avant, qui est un strict point de vue un peu délirant, mais c'est comme ça. Pour revenir à la question géopolitique que vous posiez, et pour revenir aussi à ce que disait Michel Yakovlev en début d'émission, il y a quand même un risque avec ce qui se passe aujourd'hui à Ramstein. C'est finalement, on est en train de tester nos capacités, parce que je disais qu'on a franchi une étape, nous avons tous dit qu'il y a finalement une marche qui est franchie aujourd'hui. La seule question, c'est si ça se passe pas bien. Si les Russes continuent à avancer, ou si... Alors, on franchit une marche supplémentaire. Et c'est quoi la prochaine marche supplémentaire? Parce qu'on a quand même toujours ce plafond justement de la co-belligérance, du prix du sang. Et là, aujourd'hui, personne n'est prêt à aller là. Et donc, il y a quelque part un test de la crédibilité, et je ne vais pas parler d'OTAN, mais de l'Occident en appui à l'Ukraine,
qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Mais ça, peut-être qu'on devra en reparler dans 2 mois. Bien. Eh bien, messieurs, merci d'être venus nous voir. C'était passionnant, hein, absolument passionnant. Merci à tous les 3. Il est 11h57. Vous êtes fait votre avis sur la question en écoutant 11h57. À tout de suite. On va parler du vieillissement de la population juste après les infos de midi.